Salut à toutes et à tous, les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 9 décembre 2025. Et donc, pour commencer le show, on a une promo de Bafemi qui était interrompue par Javon Evans et Ricky Sings. Le segment est ici quelque chose de difficile, faire exister trois personnages majeurs simultanément sans que l'un écrase les autres. Chacun a un rôle précis, une fonction narrative claire et une trajectoire logique. Le public comprend immédiatement qui est le champion, qui est le challenger, qui est la menace montante. On va finir présenté comme un champion structurel. Fini n'est pas booké comme un heel classique, il est booké comme une force inévitable, presque institutionnelle. Cela le rend crédible sur le long terme et lui donne une aura qui dépasse simple résultat des matchs. Les Jevan Evans légitimes sans brûler les étapes. Ce n'est pas parachuté, son discours repose sur des faits concrets, activité, visibilité. Performance, il n'est pas présenté comme un projet fragile, mais comme quelqu'un qui force la porte. Ricky Sainz a tenu fort malgré la perte du titre. Le segment évite le piège classique du champion déchu affaibli. Sainz ressort comme un homme réfléchi, dangereux, toujours légitime. Il n'est ni oublié ni ridiculisé. Segment très dense pour un public occasionne la richesse du dialogue et la multiplicité des enjeux demande une attention réelle pour un spectateur non certain. Ice Deadline Iron peuvent passer au-dessus. Pas d'action physique. Le segment repose presque exclusivement sur la parole et l'attention verbale pour ceux qui attendent confrontation immédiate. Cela peut sembler frustrant ou trop posé. Rythme volontaire lent et contrôlé. Le tempo n'est pas explosif mais maîtrisé. Cela renforce la crédibilité du segment mais divise naturellement entre amateurs de storytelling et amateurs d'action rapide. Pris seul, le segment est excellent, son impact final dépend toutefois de la manière dont le match viendra conclure ou prolonger cette histoire. C'est vrai que le segment lui-même, il était quand même assez bon, mais la suite, on se demandait ce qui allait se dérouler. Franchement, j'ai bien aimé comment Obafemi tout simplement a précisé que comment il était la menace numéro 1 d'NXT, qu'il était euh, le gouverneur et qu'il avait récupéré son trône, donc c'est plutôt cool que l'Adwo ait fait ça ainsi, que l'Adwo rappelle aussi qu'avec l'arrivée de Resistance, que le palmarès est de 1, qu'il est pas affaibli, réalisé, qu'il est bien le titre, la force et réfléchir qu'il n'est peut-être plus jamais d'autres chances avant de rejeter parce qu'il est Ricky Sainz et il ne recule pas. Il rappelle qu'il y a un partout entre les autres hommes alors que le segment Sainz ne réclame pas bien, il argumente comme une évidence logique, pas comme un challenger. Le public suit, comprend, adhère. Franchement, c'est quand même assez intéressant, surtout l'arrivée de Javon Evans qui explique qu'il tente de raisonner. Javon Evans était assez intéressant à voir, excellent, mais bon, finalement, il va avoir ce qu'il veut, Javon Evans, c'est-à-dire que même si Obafemi dit qu'il l'a jamais perdu, il va voir, il n'a pas peur de lui, ce sera pas difficile ce soir, donc on laisse une tension maximale, et le champion ne fuit pas, mais il ne promet aucune clémence, et franchement, ça promet pour le main event de la soirée, donc entre Javon Evans et Ricky Sainz, franchement, j'ai bien aimé, c'est un point positif, bien évidemment, de show, même s'il y a certaines choses à améliorer. Ensuite, après, donc, on a une petite promo de Tatum Paxley qui revient sur son histoire, donc, avec Easy Day. Moi, j'ai bien aimé comment ils ont construit le match de Deadline, enfin, vous connaissez un peu après mon avis, et bref, ce qui s'est déroulé exactement, donc j'ai bien aimé, et c'était peut-être la meilleure chose à faire de faire ça ainsi, donc je suis quand même assez content qu'ils aient pris cette décision-là de continuer l'histoire avec Easy Dame, donc c'était quand même plutôt cool de voir la le faire ainsi, donc je suis quand même assez heureux qu'elle ait agi ainsi, donc c'est la meilleure décision qu'ils aient pu prendre, donc c'est le point positif du show, je vais vous dire ça, comme c'est, et voilà, quoi, mais c'est un point merveilleux, donc on va voir la suite. Passons à la suite, le premier match de la soirée, Kelly Jordan contre Jordan Gray, l'histoire de l'expérience. Le segment illustre parfaitement la tension narrative entre la vétérane et la rookie. Jordan, avec sa vitesse et son audace, contraste avec la puissance et la prise technique de Grace.
Ce duel crée une immersion totale permettant au spectateur de ressentir chaque émotion et chaque stratégie, chaque réaction, chaque expression faciale et pensée pour renforcer le storytelling. Jordan montre la résilience et la montée en puissance du Grace démontre l'impression de maintenir ce statut malgré la menace d'une nouvelle génération. Enfin bref, les réactions du public sont utilisées comme un instrument narratif amplifiant l'attention, les jeux et l'acclamation écrit accompagnant chaque action, transformant l'arène en acteur secondaire du segment. Match physique limité pour un début. Pour les spectateurs cherchant de l'action en continu, le début d'une match peut paraître lent car beaucoup d'éléments servent à construire le suspense et la psychologie. Sans contact sur la main, le public peut ne pas saisir pour les narratifs. Le rythme du match permet de construire la tension et de préparer les situations futures, mais certains pourraient percevoir une lenteur artificielle. La victoire de George Bossil, la jeune talent pour des segments futurs, mais la raison narrative encore à venir. Franchement, j'ai bien aimé ce qui a été ce match. Franchement, le match en lui-même, il a eu une super construction, il a eu une très très belle opposition de style, et j'ai trouvé que Jordan Grace est quelque chose qui a vraiment besoin en fait que dans l'avenir elle ait des personnes à ses côtés. On sent qu'elle est en perte de vitesse ces derniers temps, qu'elle a un peu plus de mal que par le passé, donc c'était quand même un point que je voulais noter, mais il y a un mais, c'est que Jordan Grace tout simplement peut se relancer à tout moment. Franchement, j'apprécie comment ils ont fait ça entre les deux et comment tout simplement il y a eu un type de scénario exceptionnel quoi. C'est une victoire pour Kelani finalement qui va la placer vraiment sur les devants de la scène pour les prochaines semaines. Et franchement, Kelani Jordan, c'est quelque chose d'avenir qui peut vraiment être mis sur les devants de tout ce qu'elle peut faire quoi, dans un ring. Donc je suis quand même assez heureux de voir Kelani Jordan être vraiment mis sur les devants de la scène. Donc c'est vraiment une suite intéressante qu'on va avoir entre les deux. Enfin bref, passons à la suite. Le Women's North American Championship Open Challenge que Blake Monroe débute. Donc tout simplement, euh, l'Open Challenge crée un moment de tension extrême où l'issue n'est pas claire et chaque mouvement est crucial. Monroe apparaît généreuse mais consciente et pro-attaque proactive et déterminée, quelque chose autour amplifie la pression. Chaque réaction des spectateurs est intégrée au storytelling, transformant la foule en acteur du segment. C'est vrai que c'est intéressant de voir comment la foule réagissait à ce moment-là précis et comment ils faisaient pour tout simplement surprendre Blake Monroe. Blake Monroe s'attendait pas forcément à l'arrivée de Thea. Il a dit elle a dit pardon, je lance un Open Challenge. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui vont arriver, hein, toutes par une, et ils vont en profiter, bien évidemment, et la confrontation reste majoritairement verbale et technique, ce qui peut coûter le vrai match, et la multitude de catcheuses et les interactions peuvent perdre ceux qui ne suivent pas la dynamique de la division. Le segment est lent mais calculé pour introduire l'attention et préparer les futurs matchs. Le segment prépare les futurs matchs féminins et place Thea Hill et Monroe dans une position de rivalité à explorer. C'était quand même assez intéressant de voir Thea Hill placer sa prise de soumission. Moi j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait, tout simplement, et les potentiels qu'ils avaient, mais franchement, ils auraient pu mieux faire et être et mettre sur les devants de la scène. C'était vraiment intéressant de la part de la de faire ça ainsi. Donc bravo eux, parce que tout simplement les autres catcheuses ont créé des tensions et c'est ce qui a été recherché, surtout que Blake Monroe va garder le titre et va avoir toutes les autres catcheuses autour d'elle. Donc c'était quand même assez rigolo et intéressant. Enfin, moi personnellement, j'ai trouvé ça marrant que la WWE fasse ça ainsi et que tout simplement, il nous lance une rivalité entre Blake Monroe et Thea Hill. Peut-être que Thea Hill est une future championne, on ne sait pas trop en tout cas comment la WWE va réagir, mais en tout cas, franchement, j'aime bien ce qu'ils nous ont fait et comment ils nous ont pondu ça. Franchement, c'était quand même exceptionnel et, et une bonne chose de faire ça ainsi. Donc, c'est quand même une Blake Monroe vraiment bien placée qui nous fait ça et une Thea Hill qui est vraiment surprenante également, qui va surprendre Blake Monroe. Et franchement, c'est ce qu'il fallait faire quoi.
il n'y avait pas mieux à faire. Enfin, personnellement, j'ai trouvé ça neutre. Je trouve ça neutre parce qu'il y a une suite forcément à voir et que ça peut être intéressant. Mais quand même, j'ai apprécié ce Open Challenge. Ensuite, après, donc, on a eu Lexis King contre Shiloh High. Shiloh High qui fait que c'est le début. Donc, chaque action est motivée par la psychologie des catcheurs. King représente la réflexion et la résilience. Et la résilience, donc je disais, et l'audace et la puissance. Le match raconte une histoire claire de confrontation entre style et stratégie. Euh, les réactions des fans sont utilisées pour amplifier la tension dramatique. Chaque mouvement est ressenti par la foule, rendant l'expérience captivante. Des créations des jeunes talents, les deux catcheurs gagnent en stature. Il ressort comme un vainqueur solide, King comme un challenger sérieux, préparant la continuité des storylines. C'est vrai que c'était assez intéressant de voir faire ça ainsi. Le match repose sur des séances classiques, des prises et contre-prises. Pour certains spectateurs, le rythme pourrait sembler prévisible. Aucune intervention n'est introduite, ce qui peut rendre le segment moins mémorable qu'un segment avec rebondissement, mais c'est les débuts de Shiloh Hill, donc c'est logique, le rythme est ni trop rapide ni trop lent, laissant respirer le storytelling. Le match peut positionner Hill et King pour des affrontements futurs, mais ne conclut pas définitivement leur rivalité. C'est pas faux que Lexis King et Shiloh Hill vont pas en rester là dans les prochaines semaines. Je pense que ça va continuer cette rivalité. C'est un mal pour un bien. Lexis King peut mettre des talents en avant, franchement. Franchement, moi j'adore les catcheurs comme ça, capables de mettre des talents en avant, et c'est ce qu'il veut faire. Je pense Lexis King, et il l'a accepté plusieurs fois. Donc c'était quand même une bonne chose de la part de la de faire ça ainsi et de donner peut-être la victoire à Shiloh Hill pour ses débuts. C'est tout à fait logique et non perturbant. Donc j'adore comment il construit ça, comment il book ça. Du côté d'NXT, en général, le booking est quand même une qualité principale de Shawn Michaels, qui est un peu plus peut-être de liberté. Ça, j'en n'en sais rien. Non, en tout cas, c'est une belle victoire pour Shiloh Hill, qui a vraiment besoin tout simplement de mettre les talents en avant. Donc c'est un point positif. Ensuite, après, donc, on passe à la suite. On a eu une promo de Ethan Page qui nous rappelle qu'il a battu Monsieur League One. Et donc, le segment mélange psychologie, action et manipulation narrative. Chaque personnage a un rôle. Page et l'autorité. D'Angelo l'a prévu avant l'arbitre du chaos. La menace d'Angelo institue du Roldava, créant une dynamique complexe qui capte l'attention sur les réactions de la foule, la musique et la mise en accentue la gravité de la situation, rendant le segment palpable et captivant. C'était quand même assez intéressant comme segment, surtout qu'on a remis le Spine Butler. Le segment repose sur la tension verbale et les regards. Pour certains fans, l'absence de combat prolongé peut sembler statique. L'intervention de genre avec des motivations peut être difficile à suivre pour un spectateur occasionnel. Le segment ne cherche pas l'explosion immédiate, mais construit un suspense progressif. L'impact massif dépendra de la manière dont les interventions de Page et D'Angelo son monde dans les prochains shows. Ça, c'est une certitude. Page qui a rappelé qu'il a été celui qui a posé des questions audacieuses dans le passage de temps, qui sont absorbées par un super segment, ou tout simplement il rappelle que le retour de l'équipe. Il rappelle tout simplement qu'il est présenté comme un leader calme et pas potentiellement il prend le micro. Commence par un monologue précis. Il évoque les menaces passées. Il a été celui qui a posé dans le passé, se démarquant de ceux qui sont absorbés par les distractions. Chaque phrase est construite pour asseoir sa légitimité, montrer sa confrontation vers ceux qui, qui contestent son autorité. Et Ava est apparu en vidéo et elle a un peu remis en place le conflit. En tout cas, c'était quand même assez intéressant, surtout qu'il s'est un peu vanté d'avoir battu Monsieur Liguan, comme dirait un commentateur célèbre. En tout cas, c'était quand même assez intéressant. Il va se bouffer finalement après l'arrivée de donc, Tony D'Angelo qui revient à NXT. Il est revenu lors de Iron Survivor Challenge. Moi, j'ai apprécié le fait qu'il soit revenu à ce moment-là précis du côté de NXT. Donc, c'était peut-être la meilleure chose à faire
faire cela ainsi, donc peut-être qu'ils ont bien fait de le faire revenir finalement. Et donc il va placer son Spinebuster sur et All Ego Ethan Page et ça promet pour la suite une rivalité entre les deux. Franchement, je trouve ça quand même assez excellent que la double fasse ça ainsi et, et fasse ça ainsi soit une bonne occasion de le faire, c'est de le faire maintenant parce que s'il l'aurait fait après, on se demande bien qui aurait réagi à cela. Donc j'étais quand même assez content de voir que la double agisse ainsi. Donc on va passer à la suite. Point positif. Rennes Sinclair euh, contre Sol Ruka. Très très belle rencontre opposition de style entre deux catcheuses hors du commun, franchement. Le match illustre parfaitement la montée en puissance d'un talent face à un adversaire et faire chaque mouvement sert le storytelling dans le match. Immersif et captivant, Sinclair est ambitieuse mais Vinagre est une mentor logique, mentor vocal et imprévisible et technique. Les interactions créent des tensions palpables et créant et sont intégrées au storytelling, accentuant la dramaturgie et l'impact émotionnel du match. Pour certains spectateurs, la durée peut paraître insuffisante pour développer pleinement le suspense et la rivalité. C'est vrai qu'il y a eu des tensions après des règles et le match repose sur l'action et la ring avec pas de mots et segments parlés pour renforcer l'histoire. Le tempo alterne entre moments de suspense et pics d'action, créant une narrative qui peut polariser le public. La victoire de Sol Ruka renforce sa position, mais l'histoire de Sinclair et Gray pourra se prolonger ou évoluer dans les prochains choix, c'est sûr et certain. En tout cas, j'ai bien aimé le fait que Sol Ruka soit un petit peu mise en difficulté par Brent Sinclair à certains moments du match. On l'a trouvé un petit peu douteuse en difficulté. Hors du ring, l'histoire est racontée. La jeune génération pour Sinclair crée sa mentor et Ruka incarne la maîtrise et la menace constante. Enfin, franchement, il y a eu les adversaires et même le spectateur ressent l'évolution Sinclair de Rookie quelque chose qui se relève malgré ce qui renforce l'immersion narrative. Franchement, le booking met en valeur à la fois une star établie, Ruka et une rookie prometteuse Sinclair, tout en introduisant la mentor crédible avec Gray, enfin la challengeuse quoi. Pour le titre et la victoire est immédiate et peut-être si le futur est maîtrisé. Et franchement, la réaction en elle-même de la foule et renforce l'impact du match repose principalement sur l'action in ring, parce qu'après c'est les promos, l'absence d'échange parlé pendant le match peut limiter la compréhension de certaines motivations du segment du match, enfin en tout cas ce qui peut frustrer ceux qui attendent pour exploser pleinement la dynamique Sinclair, Grey ou Ruka. Certaines pourraient être développées avec plus de prises techniques ou de storyline, des lignes physiques pour augmenter la tension. Avec Grey Sinclair, il y avait la possibilité de créer des interactions plus stratégiques ou des interventions plus longues qui auraient permis de renforcer le rôle de mentor et la progression de manière plus marquée. C'est plus l'inverse, j'aurais dit, que Gray va pas progresser aux côtés de Sinclair et donc qu'elle la maîtrise. Certains pourraient percevoir ça comme irrégulier ou légèrement saccadé. Et c'est un point fort, la victoire de Ruka, donc c'est la meilleure. Le booking tente de monter entre exceptionnel, cela fonctionne très bien, mais peut laisser certains ressentir un terme de domination, puisque Ruka contrôlait largement le match malgré l'effort de Sinclair, mais c'est logique en fait que seul Ruka gagne ce match, c'est mon avis, et c'est un point positif. Donc Fatal Influence va arriver et le segment fonctionne comme un mini-théâtre. Chaque personnage, hein, Sinclair, enfin, Rookie vulnérable mais courageuse, crée une mentor protectrice et stratège. Fatal menace dominante et la dynamique de puissance et de vulnérabilité est parfaitement exposée et immersive pour le spectateur. Chaque réaction, mot et mouvement renforce la psychologie. Sinclair oscille entre peur et détermination. Gray est calculatrice et proactive. Enfin, c'est un peu la Jane et son équipe affiche arrogance et confiance. Ce segment permet de comprendre leur motivation et leur rôle dans la storyline à venir. Les réactions de la foule ne sont pas criées et amplifient l'attention. La mise en scène des réactions du public crée une immersion totale et transforme le ring en champ de confrontation émotionnelle en tant que physique. Le segment introduit plusieurs pistes narratives, la progression de Brent, enfin de Kendall et de Brent, l'évolution de Gray de Kendall également,
Et la consolidation de Fatal Influence comme force dominante de la division. Le public comprend immédiatement les enjeux futurs et comment ils ont construit ça. Le segment repose surtout sur la tension et les coups rapides pour les spectateurs qui attendent un vrai combat. Cela peut sembler trop court ou insatisfaisant. En termes d'action, la stabilité des mentors vulnérables peuvent être moins lisibles pour un spectateur non investi dans les storylines, ce qui peut diminuer l'impact émotionnel immédiat. La présentation très narrative peut séduire les amateurs mais frustrer ceux qui préfèrent l'action directe ou les confrontations. Le segment est lent, méthodique, avec des pauses et des échanges verbaux. Cela renforce la création narrative, mais peut paraître lent pour certains spectateurs. Pris seul, le segment est immersif et riche en tension, mais son impact final dépendra des confrontations et matchs futurs. Pour Sinclair, Gray et Fatal Influence. Sinclair et Gray sont vulnérables mais stratégiques, Shane est dominante. Le segment montre l'écran quart de puissance et prépare la montée en puissance des rookies pour le futur. Je suis totalement d'accord avec ça. On prépare donc Kendall Gray, la championne Evolve pour le futur match. Et on a une Jessie Jane qui la rabaisse. Elle répond et franchement, j'ai bien aimé comment ça s'est déroulé étant donné que tout simplement, elle va finir finalement au tapis. Kendall Gray, c'était vraiment la meilleure chose à faire de la part de la WWE de mettre une Kendall Gray, la mettre en valeur comme rookie fragile, mais avec l'expérience et la brutalité, finalement, elles vont finir au tapis et ça renforce les enjeux futurs de NXT, bien évidemment, que l'attaque de Fatal est établie clairement Grey comme une future menace légitime qui crée une opposition durable et prépare une storyline de revanche ou de progression. Les spectateurs comprennent que ce monde est à moyen et long terme, ce qui enrichit la continuité du show et la cohérence de la division. Je suis totalement d'accord avec ça et ça promet pour la suite. Et franchement, Jessie James qui a le dessus, c'était peut-être la meilleure chose, la chose en tout cas la plus intéressante à faire et c'est le point positif que j'ai vraiment adoré de la part de la WWE. Donc, ils ont tapé fort en faisant ça. Donc, c'était vraiment la meilleure chose à faire du côté de la WWE, de mettre en difficulté un petit peu Kendall et Evren Sinclair. On a Lady Reed, Fallon Henley, la championne Speed et Jessie Jane qui ont dessus. Donc, c'était quand même un point positif et c'était vraiment la meilleure chose à faire pour ce NXT. Ensuite, après, donc, on a eu Sol Ruka qui a prévenu donc Zarya qui était venue la soutenir pendant son match dans le public, qu'elle avait son match contre Bayley à Saturday Night Main Event et qu'elle voulait lui garder la surprise et pas forcément la prévenir. Donc c'était comme assez intéressant ça aussi. Et donc elles ont fait un câlin, elles ont fait la paix, on va dire ça comme ça. Et j'ai bien aimé ça aussi, donc c'était quand même assez drôle et intéressant de la part de la touche faire ça ainsi. Donc c'est un point positif de faire ça comme ça et de lancer, on va dire, peut-être une future storyline. C'est un point positif. Et enfin, on passe au main event. Donc, J1 Event, ça aussi, son opportunité de NXT Championship. Match Obafemi contre J-Von Evans. Le match réussit à créer une narration à multiples couches. Obafemi n'est pas seulement il est l'incarnation de la constance. Et là, chaque moment, chaque regard, chaque pause est pensée pour renforcer ses perceptions. Evans, quand il fonctionne comme un catalyseur de tension, il apporte la jeunesse, l'énergie et l'imprévu. La dynamique entre eux ne se limite pas à un simple affrontement. Elle crée une histoire de génération pour aider. Ils comprennent ce qui est le sommet, qui est logique et qui est la menace émergente. Les interactions et séquences aériennes sont commentées avec précision et chaque moment est... Enfin bref, on a un super match entre les deux hommes. Les cris pendant les moments critiques, tout construit crée un climat quasi théâtral. La construction Evans prend l'avantage, mais finit revient toujours maintenant l'attention des spectateurs tout au long du match. Le match combine des techniques de lutte avancées, suplex, close line, frog splash, springboard avec une narration claire. Chaque séquence physique et un événement rapide pour se fondre et créer l'espoir féminin de sa puissance. Pour rappeler qu'il est le champion, cette alternance renforce la dramaturgie et donne aux spectateurs un mélange d'anticipation et d'émotion. L'intervention ajoute une dimension stratégique et dramatique. Elle montre qu'elle est capable de gérer des pertes qu'Evans est intelligent mais et que les alliances factions jouent un rôle réel dans la narration. Cela enrichit les storylines qui préparent des arcs futurs, augmentant l'investissement à long terme du public. Enfin, bref, la clarté du rôle de chacun, ça c'était plutôt bon aussi. J'ai bien aimé. Enfin bref, j'ai bien aimé ce que
WWE nous a fait, en tout cas, et ce qu'ils ont fait, match entre plusieurs niveaux aussi, le champion face au jeune challenger, enfin bref. Non, je passe à la suite, les points négatifs, donc la densité narrative, le match entre avec plusieurs niveaux, avec les points neutres, le tempo non contrôlé, intention, mais pas les rarités, l'interaction avec la foule et l'équilibre en storytelling et résultat final, la victoire de Femi est cohérente et renforce son aura Evans Sky ancrée. Cette intense psychologiques sont destinées à se projeter dans les prochains shows. Le segment fonctionne parfaitement dans un cadre narratif de base, mais pris isolant certaines tensions et enjeux restent particulièrement ouvertes. Le match où plusieurs DAS, Evans comme futur challenger, Femi comme champion fort et Saints comme perturbateur, potentiellement enrichit le booking d'NXT, mais l'effet narratif dépendra de la continuité sur les prochains shows. C'est vrai que cette victoire de Femi, je vais m'expliquer, c'est que ça m'enrichit le booking d'NXT et des effets pour le futur des prochains shows, ça c'est vrai. Mais il y a un mais, c'est que j'ai l'impression c'est vraiment sur les demandes de la scène, qu'on a une future rivalité entre J-Van Evans et Ricky Chain, ce qui est quand même assez intéressant. Mais on a aussi euh, le fait que la WWE soit mise en difficulté pour un futur plus ou moins proche. Donc je suis quand même assez heureux de comment ils ont booké ce show-là. Et franchement, c'était quand même extraordinaire de voir un tel NXT. Et franchement, j'ai apprécié ce qui s'est passé. Enfin bref, point positif voilà, du show, je mettrais un 15 sur 20. Et donc annoncé pour le prochain NXT, Blake Monroe va affronter Thea Hill pour le titre de championne d'Amérique du Nord. Ça promet d'être exceptionnel et de pouvoir faire une performance hors du commun. Ça va être vraiment bien cool et ça va permettre à la WWE de construire un personnage un petit peu folle de Thea Hill. Franchement, j'ai adoré comment la WWE fait ça et le potentiel. On aura également Kendall Gray, la championne Evolve, et Ren Sinclair contre Fallon Henley et Leinirin. Fatal Influence, ça va être là aussi une très très belle rencontre qui vaut le détour et qui va franchement être sans vraiment l'élément d'une perturbation exceptionnelle. Ça, je n'en doute pas que ça va être un très très bon match. Et donc, on aura un match d'aspirant pour le titre NXT. Donc, John Lennox contre Miles Barnes, contre Leon Slater, contre Joe Henry. Et le gagnant de ce match affrontera donc à New Year's Eve NXT Oba Femi, donc le champion NXT, pour le titre. Donc, ça promet une rencontre assez spectaculaire, exceptionnelle, où la WWE va nous démontrer tout son talent et tout son potentiel. Et on va bien voir qui ressortira aspirant numéro 1. Et on aura également donc euh, l'équipe OTM qui affrontera l'équipe revenue du Japon, donc Hank et Tank. Enfin bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait de cette review de NXT. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo.